Coucou, c'est Capet. Aujourd'hui, on va parler des tokens ERC20. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, mais que vous maîtrisez pas forcément ou même pas du tout finalement. Donc, qu'est-ce que c'est que les tokens ERC20? C'est une sorte de standard, enfin de norme sur Ethereum pour l'émission de nouveaux jetons, de nouveaux tokens. Vous savez, donc le token natif d'Ethereum, c'est l'Ether. C'est avec ça qu'on paye les frais de transaction. On a vu ça dans les vidéos précédentes que je vous invite à revoir. Et on a aussi toute une panoplie de tokens sur Ethereum. On pense naturellement à Chainlink, Uniswap, Aave et j'en passe. Tout ça, en fait, ce sont des jetons qui n'ont pour la plupart pas leur propre blockchain, mais qui profitent en fait de la blockchain Ethereum, et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils respectent cette fameuse norme ERC20. Donc la norme ERC20 ou le standard ERC20, j'aurais tendance à dire un peu les deux, c'est un ensemble de règles en fait communes à ces différents jetons, ce qui nous permet de savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire avec ces jetons. Et c'est pour des jetons dits fongibles. Alors la fongibilité, c'est quoi? C'est en fait le fait qu'un jeton a la même valeur qu'un autre. Par exemple, tous les jetons Uniswap ont la même valeur. C'est comme une pièce de 1 euro a la même valeur qu'une autre pièce de 1 euro. C'est pas comme une œuvre d'art ou un NFT, du coup, Non-Fungible Token, où chacune de ces pièces a un prix unique à cette pièce. Donc voilà, les ERC20, ce sont des tokens fongibles. Les NFT ou ERC721 qu'on aura l'occasion de voir dans une autre vidéo, ce sont des tokens non fongibles. Allez, je vais vous en dire un peu plus maintenant sur ces tokens ERC20. Je pense que c'est une norme qu'il faut absolument comprendre quand on commence à mettre un peu le nez dans l'écosystème Ethereum et dans les cryptos de manière générale. En gros, ce qu'il faut retenir de cette norme de token ERC20, c'est qu'aujourd'hui, c'est clairement la norme qui est la plus utilisée, et je vous mets un lien en description. Vous pouvez voir tous les tokens ERC20 qui ont été émis aujourd'hui. Il y en a presque 400 000 actuellement au moment où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs, c'est intéressant, on peut voir le classement des tokens les plus utilisés par capitalisation, et on retrouve vraiment de tout. Donc vous pouvez voir le BNB qui est le token de Binance. Il faut savoir qu'initialement Binance n'avait pas sa propre blockchain. Binance a développé seulement ensuite sa propre blockchain, son propre écosystème, et c'est la même chose pour beaucoup de projets en réalité. Quel a été l'intérêt de procéder comme ça? En fait, en 2017, on a eu vraiment une euphorie vis-à-vis des ICO, donc Initial Coin Offering. C'était des levées de fonds, tout simplement, qui se faisaient par le biais de la blockchain. Donc c'est ce qu'a fait Krill, d'ailleurs. Je tourne une vidéo sur la chaîne de Krill actuellement. Ils ont eux aussi fait une Initial Coin Offering. Donc en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est de profiter de la blockchain Ethereum, de ne pas avoir, en tout cas dans un premier temps, à développer sa propre blockchain. Les tokens ERC20 peuvent être échangés directement au sein de Ethereum. Donc l'avantage de respecter cette norme ERC20, je le répète, je l'ai dit en intro, mais je vous le redis ici, c'est qu'on sait ce que le token peut faire et ne pas faire. Donc ça facilite les audits de sécurité pour les entreprises qui sont spécialisées dans l'audit de code de smart contracts ERC20, puisqu'en fait tous ces tokens ERC20 ce sont des smart contracts, ce sont des contrats intelligents qui tournent sur Ethereum, d'accord. Également, donc cette norme là, elle facilite aussi l'intégration pour les applications et les wallets qui gèrent la norme ERC20. Donc ça peut être aussi bien des wallets comme MetaMask que vous connaissez, Phantom, ou des wallets hardware comme Trezor, Ledger, etc. Mais aussi les exchanges décentralisés. Donc on pense à Uniswap, on pense à Aave, OneInch, SushiSwap, etc. En fait, le fait que de nouveaux tokens sont émis sur la norme ERC20, ça permet très rapidement à tous ces wallets, toutes ces applications, toutes ces choses d'intégrer facilement ces tokens sans réinventer la roue, sans avoir à comprendre comment chaque token fonctionne individuellement. Donc ça rend les choses beaucoup plus productives et ça évite les bugs, ça évite les piratages aussi. Alors malheureusement ça arrive de temps en temps puisque la sécurité absolue n'existe pas, mais c'est vraiment très rare. Donc ça permet de concentrer vraiment l'écosystème sur quelque chose qu'il comprend. Et aussi d'un point de vue réglementation, c'est la même chose. Donc Krill, comme BNB et comme Chainlink et comme beaucoup d'autres projets, ont fait ce qu'on appelle des Initial Coin Offering. Donc ils ont levé des fonds en crypto via cette norme. Donc comment s'est fait l'ICO? Voilà, Initial Coin Offering, c'est ICO. Comment ça s'est fait à l'époque pour tous ces projets-là? Tu fais une levée de fonds, donc t'émets un papier ou t'émets des documents différents pour dire quel va être ton projet, comme une levée de fonds. Ensuite, tu collectes des fonds en crypto. Donc dans le cas de Krill, par exemple, ils ont collecté des bitcoins, des Ethereum, je crois des Zcash, des Dash, etc. Donc c'est un peu comme une levée de fonds qu'on fera en dollars et en euros, sauf que là, tout se passe dans
l'écosystème crypto. Et ensuite, dans ton papier, tu dis, bon bah voilà, dans tous les tokens que je vais émettre, imaginons j'ai mes 10 millions de tokens, et bah sur les 10 millions, je dis, il y en a 1 million pour l'équipe, et puis il y en a 1 million pour le marketing, et il y en a 1 million pour le développement, et puis les 7 millions qui restent, c'est pour la communauté. Donc après, comment se fait la répartition des fonds vis-à-vis de la communauté? Et bah ceux qui ont payé le plus vont avoir la plus grosse part du gâteau, et tout simplement, tu vas distribuer les fonds à chaque individu en fonction de ce qu'il a investi. Donc cette norme-là, elle a été créée par ce monsieur, Fabien Vogelsteller, je crois que c'est un Allemand, donc développé quand même en novembre 2017. À la base, l'idée c'était de faire une sorte d'API, une sorte de petite librairie d'informations vis-à-vis des tokens pour faciliter les développements d'applications décentralisées sur Ethereum. C'était même pas fait pour faire des levées de fonds, et en fait ça a pris une telle dimension qu'aujourd'hui le token ERC20, enfin le standard ERC20 est vraiment le standard le plus utilisé par l'écosystème, et c'est même un standard qui est repris par la majeure partie des acteurs du marché, comme par exemple sur la Binance Smart Chain, vous avez le standard BEP20 qui est en fait une copie conforme du standard ERC20 mais sur la Binance Smart Chain, puisque de toute façon la Binance Smart Chain est une copie conforme un peu plus centralisée de Ethereum. Vous avez aussi sur la blockchain Tron, eh bien le standard TRC20. D'ailleurs, Tron, qui lui aussi, de mémoire, je sais pas s'ils vont le mettre ici, non, Tron à la base a levé des fonds, là aussi, par le biais de Ethereum, donc c'est assez rigolo. Et donc, j'ai écrit dans le petit article, justement, avec un peu plus de détails, comment se passe la répartition des fonds. Donc, vous voyez, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On voit des clés publiques Ethereum, donc vous voyez ça comme des wallets individuels, des portefeuilles individuels où on reçoit des Ethers et des tokens ERC20 sur cette adresse, et ensuite on peut voir le nombre de tokens. Tous ces tokens ERC20 ont ce qu'on appelle un contrat de tokens à l'intérieur. Ce que permet ces tokens ERC20, c'est de faire des échanges au sein même de l'écosystème du token ERC20. Donc par exemple, si un individu, là vous voyez en haut, on a cet individu qui a 10 000 tokens et cet individu qui en a 5, et bien là à ce moment-là, cet individu choisit d'en envoyer 1000 à l'autre, bien vous voyez, il y en a 1000 qui sont retirés à ce niveau-là et 1000 qui sont rajoutés à ce niveau-là. Et ça, cette comptabilité, elle se fait par le biais d'Ethereum et par le contrat de token directement. Donc il faut traduire ça, et c'est là où on commence à rentrer dans quelque chose de technique, mais aussi extrêmement fascinant si vous avez du mal à me suivre. Les mineurs de crypto-monnaies, en fait, ce qu'ils font constamment, c'est qu'ils assurent les transactions au sein du réseau. Donc ils assurent les transactions Ethereum, mais ils assurent aussi les transactions pour les tokens ERC20, etc. Et c'est eux qui disent, bon bah il y a un tel qui a envoyé 1000 à un tel, donc tu enlèves 1000 à la balance de cette adresse-là et tu mets 1000 sur la balance de l'autre. C'est ce qu'on voit ici, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment un écosystème qui se suffit à lui-même, comme Bitcoin, sauf que Bitcoin, aujourd'hui, vous avez juste les Bitcoins, là où Ethereum, en fait, il y a plein de nouvelles monnaies, plein de nouveaux écosystèmes, plein de nouveaux boulots, de métiers qui se créent par-dessus la couche Ethereum, et c'est ça qui est absolument fascinant, en fait, avec cette norme ERC20. Bon, je termine cette vidéo avec quelques points pour les geeks et pour les gens qui aiment bien creuser, parce que c'est quand même pratique de savoir ce genre d'informations. Bon, dans l'article, je vous ai mis en description, je vous explique un petit peu toutes les fonctions qui sont appelées, enfin, qui peuvent être appelées sur le smart contract pour récupérer des informations vis-à-vis du smart contract, et donc des tokens ERC20. Et quand vous utilisez un outil comme Etherscan, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, c'est en fait un blockchain explorer, c'est un outil qui nous permet de comprendre la blockchain, là en l'occurrence Ethereum. On peut chercher par exemple un token, donc je vais prendre encore une fois l'exemple du Krill, et on a plein d'informations en fait qui sont intéressantes, et ces informations sont récupérées à partir justement de la blockchain. Donc on peut voir en fait la masse monétaire maximale, on peut voir le nombre d'adresses différentes qui possèdent ces tokens, le nombre de transferts qui ont été effectués. Vous pouvez voir aussi l'historique de tous les transferts. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est l'onglet Info. Dans l'onglet Info, on peut voir le prix d'achat des tokens lors de l'ICO. Donc on peut faire un contraste aussi entre le prix maintenant disponible sur les marchés et le prix d'achat de l'époque. On peut voir les dates, etc. Et ce que j'ai trouvé rigolo par rapport à ça, c'est par exemple sur le token Binance, c'est exactement la même logique. Quand on retourne dans Info, on peut voir que le token Binance à l'époque, là vous allez vous amuser, le token Binance s'achetait 11 centimes de dollars l'unité. Aujourd'hui, le token Binance coûte plus de 640 dollars l'unité. Donc ceux
ceux qui ont participé à la levée de fonds en 2017 à l'époque, ils sont en train de manger le caviar. Hein. Voilà, donc c'est une information qui est intéressante parce que des fois, vous pouvez voir sur les projets qui sont un petit peu bancals, vous pouvez voir aussi le gros différentiel entre le prix de marché actuel et le prix de l'ICO. Et vous pouvez vous faire une idée aussi avec l'onglet holder de qui sont les plus grosses baleines de ce token en question. Donc, savoir s'il n'y a pas des gens qui possèdent un peu trop d'une même monnaie et donc qui peuvent avoir un impact négatif sur le cours. Bon, je tiens à mettre des petites parenthèses par rapport à ça. Très souvent, en fait, c'est très explicite du départ. Hein. Ils disent, voilà, bon, bah ça c'est pour l'équipe, ça c'est pour le marketing, ça c'est pour machin. Ils cherchent pas forcément à vendre ces liquidités-là parce que déjà, bah, ils espèrent en tirer beaucoup plus de profit parce que on considère que ce marché va aller chercher de nouveau plus haut. C'est un marché qui est assez extraordinaire. Mais en plus de ça, ça peut créer une certaine panique parce que si ces grosses baleines commencent à liquider leur position, enfin vendre leur position sur le marché, les transactions se voient et à ce moment-là, les gens peuvent réagir pas forcément de la bonne façon. Donc ça peut avoir un impact très négatif sur le prix. Mais c'est des informations que vous pouvez récupérer directement dans la blockchain. Donc encore une fois, l'intérêt d'une norme comme l'ERC20, c'est de pouvoir récupérer facilement des informations sur un token pour vous en servir pour développer vos propres applications par-dessus. Voilà, si vous voulez faire une application qui vient chercher des informations sur le token, comme l'a fait Etherscan, vous aussi vous pouvez le faire si vous avez de la sensibilité technique, et bien c'est possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques trucs sur les tokens ERC20. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo de vulgarisation crypto, et n'hésitez pas à regarder les précédentes, vous avez quelques trucs à apprendre. Ciao tout le monde.